Dans cette vidéo, on va parler d'opérations et de types comme le type entier, le type flottant, etc. Quand on travaille avec des expressions, on peut être amené à travailler avec des constantes flottantes. Donc typiquement, je prends pi égale 3.14, je vais l'afficher. Donc ce qu'il faut juste remarquer, c'est que la virgule décimale française s'écrit avec un point. Par ailleurs, donc, il y a certaines quantités qu'on peut écrire de manière particulière. Par exemple, l'entier 2.0, je peux en fait l'écrire tout simplement 2 points. Si j'écris juste 2 points, c'est identique à 2.0. Les nombres sont égaux. De la même façon, au lieu d'écrire 0.5, eh bien, je peux écrire 0.5. Enfin, il faut faire attention de ne pas confondre le point décimal et la virgule, parce que sinon ça peut donner des résultats surprenants. Imaginons que j'écrive pi donc égale 3,14 au lieu de 3.14 et que je demande l'affichage de pi plus 1 par exemple. Et là j'ai une surprise, c'est-à-dire que j'ai un message d'erreur qui tient au fait que ceci n'est plus une constante flottante. Pour rectifier, il suffit juste que je remette un point à la place de la virgule et tout rentre dans l'ordre. Un type correspond à une représentation de données en mémoire. C'est aussi associé aux opérations qui sont définies par les objets ayant le type en question. Donc on a déjà rencontré des objets de type entier, de type flottant, donc entier par exemple 2020, de type flottant 3.14, chaîne de caractères, bonjour. À titre d'aide à l'observation, je vais utiliser la fonction type ou type qui me renvoie le type d'un objet. Donc si j'écris type ou type 2020, ça va me renvoyer le type de l'objet 2020, c'est-à-dire integer, qui veut dire entier. Si j'écris 2020.5 et que je demande le type, il va me répondre flottant, float. Si je remplace mon flottant par une chaîne de caractères, eh bien, il va me répondre str, string en fait, qui veut dire donc chaîne de caractères. Concernant le dernier type booléen, il faut que je parle d'abord peut-être de l'opérateur de comparaison. Donc en Python, je peux comparer la valeur de deux objets avec cet opérateur. Donc si j'écris 1 plus 1 égale 2, il va comparer la valeur de ce qui est à gauche et la valeur de ce qui est à droite, et il va me répondre quelque chose. En fait, il va évaluer ça. Donc si c'est vrai, cet objet vaudra true, et sinon, il vaudra false. Donc je valide, et je vois que ça fait true. Et si je mettais ici, par exemple, 5, il me mettrait false. Donc, cette expression a une valeur que je peux placer dans une variable. Mettons A. Je valide, et maintenant, je vais regarder le type de A. Donc je fais comme tout à l'heure, type A, et qu'est-ce qu'il me répond? Il me répond bool, qui veut dire booléen. Les booléens, ce sont des objets, c'est un type qui correspond à la valeur vraie et la valeur faux. Des objets peuvent avoir même valeur et être de types différents. Par exemple, si je prends A égale 10, B égale 10.0 et que je teste l'égalité entre ces deux valeurs, je vois qu'elles sont identiques. En pratique, ça n'a pas de conséquence que des objets puissent avoir même valeur avec des types différents. Toutefois, dans certaines circonstances assez rares quand on débute, ça peut avoir un impact. En effet, la notion de type sous-tend la notion d'opération. Si je considère un entier un petit peu grand du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et puis 13, et que je compare A multiplié par N avec B multiplié par N, mathématiquement, les deux nombres sont les mêmes puisque A est égal à B. Pourtant, quand je vais faire l'évaluation, il va me dire que les nombres ne sont pas égaux. Alors pourquoi? Eh bien, ça tient au fait que A est un entier, N est un entier aussi, donc le membre de gauche ici est un entier. Et donc l'opérateur multiplié ici, c'est l'opérateur de multiplication entre entiers. Tandis que le membre de droite, eh bien, B est un flottant, N est un entier, donc la multiplication qu'on fait ici, c'est la multiplication flottante. Or, la façon de multiplier entre entiers et entre flottants n'est pas la même. Et ça explique pourquoi
on obtient un résultat qui est faux. Si je prenais un nombre un petit peu moins grand, à ce moment-là, les multiplications coïncideraient. Vous voyez? J'ai retiré 2 chiffres et cette fois, j'ai obtenu true. En Python, les variables ne sont pas typées puisque en Python, une variable, c'est juste un post-it qu'on pose sur un objet qui est placé en mémoire. Donc je peux très bien avoir une variable a qui référence un nombre entier, donc je travaille avec a, et puis un petit peu plus loin dans le programme, eh bien, j'utilise la même lettre A pour désigner une chaîne de caractères. Ceci est tout à fait possible et même courant. Alors il faut savoir que je peux placer dans une variable n'importe quel objet. En particulier, donc, une variable peut recevoir un objet de n'importe quel type. Donc ce qui suit est anecdotique, c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire. Je peux donc, on connaît la fonction print. En fait, print est un objet de type function. C'est un objet Python. Donc je peux le placer dans une variable que j'appelle p. Et ça veut dire que désormais p, c'est la fonction print. Donc si j'écris p de bonjour, eh bien c'est comme si j'écrivais print bonjour. À la différence de langages comme Java ou C++, Python est capable de travailler par défaut avec de grands entiers. Donc je vais définir un grand entier en écrivant des chiffres au hasard et puis en faisant des copier-coller pour avoir un nombre qui est plusieurs dizaines de chiffres. Puis je vais faire pareil pour B. Je vais donc copier-coller le bloc de chiffres. Voilà. J'ai quelque chose d'assez grand et sans difficulté, il peut calculer le produit de A et de B. Voilà le résultat. D'ailleurs, le dernier chiffre, donc c'est 1 multiplié par 3. On retrouve le 3 qui est ici. On a déjà effectué des opérations comme la multiplication, l'addition avec des nombres. La seule opération qu'on n'ait pas encore vue, c'est l'opération de division. Donc comment effectue-t-on une division? Eh bien avec l'opérateur donc slash. Si je veux faire la division de 42.5 par 10, eh bien j'écris donc 42.5 slash 10, ce qui donne 4,25. Au moment de convertir une expression mathématique en code Python, on sera vigilant. Par exemple, si je veux calculer la fraction 100 sur 10 fois 5, on fait attention de ne pas écrire la chose suivante. 100 divisé par 10 fois 5. Ça donne 50. Pourtant, le calcul c'est quoi? 100 divisé par 10 fois 5, 100 divisé par 50, ça fait 2 et non pas 50. Que s'est-il passé? Eh bien en fait, Python a fait la division de 100 par 10, ce qui fait 10, et le résultat a été multiplié par 5, ce qui donne 50. Donc pour que le calcul soit exact, il faut que je formule que je dois diviser par tout ce qui est en bas. Donc tout ce qui est en bas, c'est 10 fois 5. Donc je place la quantité qui est au dénominateur entre parenthèses, et là, j'obtiens la bonne valeur. De même, si je dois calculer cette fraction, je n'écris pas 100 divisé par 20 divisé par 2, qui vaut 2,5, alors que la fraction vaut 100 divisé par 20 divisé par 2, ça fait 10, donc ça fait 10 au total. Par conséquent, si je veux un résultat correct, il faut que je mette entre parenthèses le dénominateur, et cette fois, j'obtiens, comme souhaité, 10. À la différence de C++ ou de Java, Python dispose d'un opérateur pour faire des calculs de puissance. Si je veux calculer 2 puissance 10, eh bien, j'écris 2 étoile étoile, c'est l'opérateur 2 puissance 10, ce qui donne 1024. La racine carrée, c'est un cas particulier d'élévation à la puissance. La racine carrée de 81, c'est 9, puisque 9 fois 9 égale 81. Calculons donc cette racine carrée en Python. Je fais donc 81 élevé à la puissance 0,5, puisque c'est comme ça qu'on obtient une racine carrée. Et je valide, et j'obtiens le flottant 9. Puisque je dispose de puissance, je dispose en particulier des puissances de 10. Si je veux définir milliard, je peux évidemment écrire mes zéros et puis les compter. Donc là, ça fait 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc là, je peux afficher milliard. Mais il est quand même beaucoup plus simple d'écrire 10 exposant 9. Voilà. Et puis si je veux, par exemple, moi je sais pas, si je veux 25 000 milliards,
eh bien je fais, ou 25 millions de milliards, eh bien je fais 25 multiplié par 10 exposant 6 multiplié par milliard. Voilà 25 millions de milliards. Quand on fait des opérations arithmétiques, c'est l'occasion d'utiliser des variables qui permettent de sauvegarder des résultats intermédiaires. Par exemple, je vais faire un calcul avec A égale 10, B égale 3, et puis je vais définir C égale, moi je ne sais pas, A plus B divisé par A moins B. Et puis je vais définir la variable D égale C au carré plus C plus 1. Et puis je peux afficher donc le dernier calcul. Donc pour terminer, un mini exercice de calcul du volume d'une sphère. La formule qui calcule le volume d'une sphère, c'est V égale 4 tiers de pi r cube. Donc on nous demande d'écrire en Python une formule utilisant des variables et qui calcule donc ce volume. Alors si on procède un petit peu naïvement, on écrit la formule telle qu'elle apparaît, donc on fait 4 tiers multiplié par pi multiplié par r au cube, donc on a vu qu'élevé au cube ça se faisait comme ça. Et si je valide, évidemment ça ne va pas marcher parce que il n'a pas pi en mémoire et d'ailleurs il n'a pas r non plus. Donc pour que je puisse utiliser en Python une telle formule, il faut que je définisse au préalable pi et puis r, parce que Python n'est pas un logiciel de calcul formel. Donc j'écris pi égale 3.14, j'écris r égale 10 comme c'est suggéré, et donc je peux calculer v et j'affiche le résultat. Voilà, ça donne ça. Et si je veux calculer le volume pour d'autres rayons, eh bien je modifie le rayon, par exemple, voilà, je change r et j'obtiens un nouveau volume.